Pour une fois, il y a un mot d'ordre politique, une réaction, ce que vous disiez à propos des hommes politiques. Est-ce qu'il y a des hommes politiques valables? Bien sûr, il y a des Algériens valables qui fassent de la politique ou autre chose. Simplement, il faudrait que le système soit assez valable pour les laisser apparaître. N'oubliez pas, on n'oubliera jamais, on répétera jamais que un pays où il y a eu 200 000 morts, 14 000 disparus, la torture à grande échelle, les emprisonnements massifs, les assassinats indirects d'un président, sans compter le nombre d'intellectuels, d'hommes politiques, de militaires, de talents aussi, qui ont été assassinés pendant toutes ces années. On a étêté cette société. Ça c'est des êtres humains, c'est de la ressource humaine aussi. Et les réponses politiques se font aussi avec cette ressource humaine. Donc effectivement, nous sommes une société appauvrie par une saignée épouvantable, sans compter la saignée précédente, celle qui a duré très longtemps sous la colonisation, mais nous sommes néanmoins une société vivante et capable de produire ses propres réponses. Encore faut-il qu'il n'y ait pas une sorte de coalition mondiale qui dise que nous, définitivement, nous ne sommes pas capables de nous organiser librement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chaque fois, une chose, on a un président Sarkozy ou un Chirac ou un autre. Bush, c'est le meilleur ami de Bouteflika et des précédents et des successeurs s'ils sont élus de la même manière. Donc, si à chaque fois que nous ouvrons la bouche, on nous dit « Oh, mais attention, si vous avez des élections propres, vous allez avoir les talibans, vous allez avoir les islamistes et tout. » Donc, on est pris dans ce piège et ce n'est pas une conspiration. Je termine juste sur ça. Le dernier rapport d'État américain a été contesté. Département d'État. Oui, sur les droits de l'homme en Algérie. D'abord, il est gentil par rapport au précédent, mais les Américains, ils sont très malins. Quand ils faisaient des rapports sur la torture et les violations des droits de l'homme dans les années 90 en Algérie, les compagnies pétrolières passaient des contrats. Il n'y a pas de problème. Donc, on tient la carotte et le bâton et il n'y a pas de souci. Mais ce qui est impressionnant et ce qui est très grave au jour d'aujourd'hui, qui nous interpelle tous, Algériens et non-Algériens, c'est la réponse du ministre de l'Intérieur algérien. Il a répondu, il a dit, les États-Unis n'ont pas de leçons à donner aux Algériens. Ce qui est grave, c'est que c'est vrai. Ce qui est grave, c'est qui est aujourd'hui fondé à donner des leçons en matière de droits de l'homme. Ce qui est doublement grave pour moi en tant qu'Algérienne, c'est que non seulement dans le monde d'aujourd'hui, en dehors des braves personnes, des esprits libres, des esprits purs, qui aujourd'hui ont continué toutes ces années à dire non, c'est pas juste ce qui arrive en Algérie, au Zimbabwe, en Chine, en Israël, en Palestine, etc., à Guantanamo, à Abu Ghraib, etc., sont les militants des droits de l'homme et les esprits libres et quelques très rares journalistes qui ne sont pas tout à fait dans la com. Ce qui est grave pour moi. Il y a des émeutes brèves et violentes un peu partout, presque tous les jours. Et puis il y a une modification qui permet au président Bouteflika, une modification de la Constitution, pardon, qui va permettre au président de Bouteflika de faire son troisième mandat et qui va faire surtout entrer l'Algérie dans le club des pays à présidence à vie. Tout cela dans un pays qui est immensément riche par la manne des hydrocarbures, un pays où d'immenses fortunes côtoient une population majoritairement pauvre, un pays que des milliers de jeunes, vous l'avez vu, tentent de fuir sur des embarcations de fortune, des jeunes qui sont épuisés, qui l'ont dit, par la malvie, la corruption, le chômage, l'absence de perspective. Comment, Salima Rezali? Je crois que ça se voit sur nos visages, de la consternation, parce qu'on a beau avoir vécu toutes ces années, le rappel, même si bien sûr, comme toute tentative de résumer une tragédie de cette ampleur est nécessairement partielle et quelque part partiale, néanmoins on retrouve pratiquement les plus grands thèmes de ce qui nous a choqués, de ce qui nous a meurtris, de ce qui continue à nous meurtrir aujourd'hui en Algérie. Personnellement, je ne me ferai jamais à l'idée et du retour permanent, cyclique de la souffrance, des images de la guerre de l'indépendance et puis les octobre 88 et ensuite les massacres et aujourd'hui les émeutes toujours suivies de bastonnades et de répression. Et je ne me ferai jamais, à chaque fois que je regarde les dirigeants de mon pays, qui sont donc mes dirigeants par la force des choses, chaque fois que je les regarde, la façon avec laquelle ils s'expriment, ce général qui croit que c'est son boulot à lui, sa responsabilité à lui de tout gouverner dans un pays, de tout remettre à sa place, et effectivement tout ce qui dérange, il faut couper les têtes comme la reine dans Alice, et puis aussi
profondément, une meurtrissure très très profonde, celle de ma génération, celle de l'indépendance, qui pensait jamais, 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 jamais que la génération d'avant nous ferait, parce que c'est la génération d'avant qui porte aussi une très grosse responsabilité dans le retour du traumatisme, de la violence et de l'humiliation. Je ne me ferai jamais à l'idée de tous les autres, ceux de ma génération un peu plus âgés, un peu plus jeunes, qui se sont à ce point compromis dans le mensonge, dans le déni de réalité, que ça soit de la part des islamistes ou de la part des anti-islamistes. Comment est-ce qu'on a pu déshumaniser l'autre au point de se déshumaniser? Et donc, chaque fois que l'on parle de l'Algérie, qu'on voit quelque chose sur l'Algérie, que ce soit celle du passé, celle du passé très récent ou celle du présent, et quand on pense à l'avenir, on croise les doigts en espérant qu'il sera un jour beau. Chaque fois, c'est cette même... je suis désolée, c'est dans les années 90. Dans les années 90, si vous parliez de droits de l'homme, on vous suspectait d'être un terroriste et un assassin vous-même. Dans les années 90, au beau milieu du feu de la guerre, si vous disiez que les militaires, c'était pas les gentils, que ce qui était en jeu, c'était pas sauver la modernité, c'était pas sauver la République, qu'en réalité on avait affaire à un pouvoir, M. Hossein Ait Ahmed le dira mieux que moi, qui a fait parce que historiquement, et je ne veux pas mettre tout sur le pouvoir, mais il y a aussi des responsabilités qui vont plus loin dans l'histoire, le fait que nous ayons été acculés à nous défendre et à nous libérer par la force a fait que quelque part s'est ancré dans nos têtes l'idée que c'est seulement par la force qu'on obtient réparation et justice. Le drame dans cela, et après on a vu toutes les tragédies qui vont se dérouler pendant la guerre d'indépendance et ensuite à l'indépendance et les différents coups de force dénoncés à chaque fois par M. Hossein Ait Ahmed avec d'autres, mais il a le mérite d'avoir été le premier de manière constante à le faire, c'est que on est passé à ce sentiment de plein droit de pouvoir tout bafouer, de pouvoir tout piétiner sans avoir à rendre compte à personne. Bien sûr, maintenant avec le recul et surtout maintenant après l'extraordinaire élection d'Obama, comme on dit dans les médias, tout le monde est en train de revenir sur toutes ces thèses comme quoi pour lutter contre l'islamisme, pour lutter contre le terrorisme, tout est permis, tout est possible, chronique d'une catastrophe annoncée. Certains disaient on ne peut pas sauver un pays ou une société en utilisant des méthodes atroces. On ne peut pas aider une société à se construire après 130 ans d'horribles dénis d'humanité. C'est ça la colonisation, c'est un déni d'humanité, c'est un déni de société, c'est un déni d'État. Donc prendre son indépendance, c'est commencer à construire son État, sa société et son humanité, les reconstruire à partir des bribes qu'on a. Et si vous avez là des gens qui s'installent en disant ouais, on a gagné, on est les plus forts, on est les meilleurs, et tous ceux qui vont se mettre en travers de nous, on va leur faire entendre raison comme on a fait entendre raison à la France. Alors forcément, à ce niveau-là, si vous êtes à ce niveau de perception des choses, oui, c'était une chronique d'une catastrophe annoncée. Mais quand on voit le nombre de gens parmi les plus admirables qui ont soutenu de manière indéfectible ce régime, catastrophe après catastrophe, cri de colère contre cri de colère de la part de quelques rares politiques comme M. Ait Ahmed, mais de la part de la société algérienne aussi, eh ben, on se dit que oui, maintenant, c'était une catastrophe annoncée, mais on l'a annoncée tellement de fois que c'est qu'une fois qu'elle a été consommée qu'on peut la titrer comme ça. Alors, nous sommes vraiment presque au cœur des responsabilités. Je ne peux pas ne pas réagir au fait que mon compatriote a dit le peuple a changé, est-ce que ce peuple est capable de vivre en démocratie? Il n'a jamais demandé que ça, pas la démocratie des grands bouquins, mais celle du droit. Tous les jours, les gens se battent pour leurs droits. Mais si, quand les syndicats autonomes manifestent, on leur tape dessus. Quand les partis politiques essaient de s'organiser, on interdit les réunions. Quand les journaux essaient de se constituer, on ne donne pas l'agrément et que les journalistes sont pourchassés tous les jours avec des accusations de diffamation, etc. Forcément, tout ça donne le désespoir. Et c'est vrai que nous avons une jeunesse extrêmement turbulente et qui a envie de vivre. Et quand on dit les mots globalisation, etc., on ne se rend pas compte ce que ça signifie. Ça veut dire que vous voyez vivre le monde entier.
que vous voyez les gens vivre, et les seuls gens qui vivent mal sont les gens qui sont comme vous. Et je regrette d'insister lourdement sur cette question, mais vous voyez que les gens qui vivent mal sont des Africains, sont des Arabes, sont des musulmans.